Bien qu'impliquée dans d'importantes recherches pétrolières, la France n'exploite que 1% du pétrole libyen, alors que par exemple, les États-Unis en exploitent 20% et l'Italie 16%. Actuellement, la production de pétrole libyen est de 2 millions de barils par jour. Elle retrouvera son niveau de 1970, c'est-à-dire 3 millions de barils, en 2009. Nous avons lancé des appels d'offres aux sociétés étrangères afin qu'elles collaborent avec nous pour ces raffineries. Nous sommes donc en négociation avec ces sociétés pour deux raisons. La première, c'est le développement de ces raffineries, c'est-à-dire la croissance de la production et l'amélioration des performances de ces raffineries grâce à la participation de sociétés étrangères pour en améliorer la gestion et favoriser les investissements extérieurs. Mais la majorité des sociétés nationales sont elles aussi intéressées. C'est la première fois qu'un chef d'État français se rend en Libye. Maintenant, tout le monde se bouscule au portillon de Tripoli. Dans l'espace de 2 mois après cette levée d'embargo, on a vu tout le monde, tous les présidents, tous les chefs d'État occidentaux qui étaient là. En fait, tout est possible. Le tourisme, l'immobilier, l'industrie manufacturière, l'industrie de transformation, l'agriculture, l'irrigation. Mais en tout cas, la plupart des secteurs dans lesquels l'État était le seul opérateur se sont ouverts maintenant au secteur privé. Dans la téléphonie, il y a un opérateur privé. Dans les hôtels sont en cours de privatisation. Les choses avancent à un bon rythme. Le transport aérien, il y a aujourd'hui plus de 3 ou 4 compagnies aériennes libyennes qui ne sont pas étatiques, dans le secteur des banques également. Le code d'investissement en application actuellement permet des partenariats, mais en donnant la majorité aux partenaires libyens. 51%, 49%. Avec plus de 1500 km de côte méditerranéenne à aménager, la Libye fait aussi rêver tous les opérateurs touristiques occidentaux. En ce qui concerne les mesures touristiques, nous avons axé notre travail sur des atouts importants pour l'investissement. Ce que souhaite l'investisseur, ce sont des décrets clairs, des garanties, des franchises, la stabilité économique, des facilités pour les entrées-sorties des touristes ou des investisseurs eux-mêmes. Tout ce que je viens d'évoquer est désormais une réalité dans les lois, les procédures et les décisions du Comité populaire en Libye. Et dans le cadre de ces projets, ces avantages que nous fournissons sont détaxés durant 5 ans ou parfois 8 ans. Nous accordons aussi des avantages douaniers, soit aux Libyens, soit aux étrangers pour tout le matériel nécessaire au projet. Il y a sur ce point égalité entre les Libyens et les étrangers. L'investisseur a aussi la possibilité de vendre le projet à tout moment et de transférer son apport financier à l'extérieur du pays. Nous avons aussi encouragé les banques à financer 50% des projets touristiques, en prenant en compte évidemment les conditions de la Banque centrale. Voilà les éléments majeurs en ce qui concerne l'investissement. Quant à la sécurité en Libye, c'est un pays sûr. Depuis 36 ans, il n'y a pas eu d'acte terroriste. Depuis la fin des années 90 et notamment l'an 2000, il y a eu une sorte de curiosité qui a poussé nos compatriotes à venir découvrir ces trésors. Mais il y a eu entre-temps le 11 septembre 2001, la guerre sur l'Irak, les troubles en Palestine. Tout cela a aussi ralenti le flux de ce que peut être le tourisme de demain dans ce pays. Une mamelle économique, mais aussi un énorme vivier de connaissances et de savoir de ce qu'a été notre passé en Méditerranée. La Libye est donc un pays riche en train de devenir encore plus riche. Depuis la levée de l'embargo américain en 2004, l'argent y abonde. Le peuple libyen, cher à Kadhafi, en est-il le premier bénéficiaire? Eh oui, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. La redistribution n'est pas toujours là. La redistribution se fait selon un processus qui est particulier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de produits, jusqu'à présent, ont été subventionnés, dans ce sens où l'État revendait aux citoyens des produits
en dessous du prix auquel il l'achetait. C'était une façon de redistribuer la manne pétrolière. Depuis quelques mois, les droits de douane ont été supprimés. Et c'était une façon de dire l'État n'a pas besoin de redevances pour boucler son budget, puisqu'il est à la manne pétrolière. Nous abaissons donc les droits de douane pour permettre aux citoyens d'augmenter son pouvoir d'achat. Le prix de l'essence ici est de 6 centimes le litre. Vous allez faire rêver les Français. C'est vous dire si c'est de la redistribution. Effectivement, ça peut faire rêver en Europe. Le processus de privatisation en cours, si vous voulez, montre aussi d'une certaine manière qu'on a affaire à un système de gouvernement et à un homme finalement où la dimension pragmatique est beaucoup plus importante qu'on le croit, si vous voulez. Et si la configuration venait à changer, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, eh bien, il faut changer aussi de politique. Il y a là une dimension pragmatique, vous voulez, qui contraste de nouveau avec l'image qu'on a de quelqu'un qui en a tendance à présenter plutôt comme un dogmatique, si vous voulez, plutôt que comme un pragmatique. Et cet homme qui passe son temps à lire a envie que son peuple lui-même accède au savoir. Et toujours cet homme du désert va réussir à faire de la femme libyenne, par exemple, totalement analphabète en 69. Une femme alphabétisée à plus de 90% aujourd'hui. Les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école. Ils ont accès à l'éducation, à l'enseignement, au savoir. Les droits de la femme existent en Libye dans plusieurs domaines. Par exemple, celui de l'éducation, du droit. Les femmes ont eu la possibilité de devenir avocats, dans la médecine, dans l'ingénierie, dans tous les domaines. Et le taux de femmes dans l'éducation est le résultat de l'obtention de ces droits. Dans les cycles de scolarité primaire et secondaire, le pourcentage d'élèves féminines est de 51 à 57%. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Et bien évidemment, la femme joue un rôle primordial dans la politique de l'éducation en Libye. Dès 1969, les femmes étaient considérées pour Kadhafi comme des actrices du système politique et une puissance, en tout cas un élément pour lui pour mobiliser la société. Alors il va dire jusqu'à, en effet, dire que le voile n'est pas coranique, de dire que la polygamie n'est pas coranique non plus. Il y a toute une série d'éléments qui, en effet, qui vont assez loin. Je travaille dans l'enseignement depuis 1967. Et l'école, c'est ma première maison. Je n'ai pas d'enfants, seulement les enfants de l'école. Je travaille de 6h à 22h et parfois jusqu'à minuit. La société ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la génération qui vient. Comme n'importe quelle mère qui élève ses enfants pour qu'ils soient les meilleurs. Mon plus grand bonheur est qu'un élève parvienne à un bon niveau d'études. Et qu'ensuite il se marie, et que ses enfants fassent la même chose à leur tour. J'ai déjà connu 4 générations d'élèves. Ce sont mes enfants, et je vis pour eux. C'est une constante de la politique de Kadhafi, et cette constante est que, au fond, une société arabe reste une société musulmane dans la mesure où elle doit rester fidèle à l'esprit du Coran, mais les sociétés musulmanes doivent se transformer. Et la première des transformations, c'est de transformer le statut de la femme, c'est d'en faire une personne égale sur le plan des droits et des devoirs à l'homme. Et ça, ils considèrent que c'est un enjeu de taille. Ils le considéraient déjà en 69, ils le pensent toujours.